En 2022, le Burkina Faso paraissait irréversiblement brisé, routes fermées, marchés désertés, villages abandonnés. 3 ans plus tard, des corridors essentiels se rouvrent, des routes rétablies relient de nouveau les régions et la circulation des vivres reprend, au point que des marchés hebdomadaires réapparaissent là où l'activité avait disparu depuis des années. Pourquoi ce renversement éclaire-t-il le rôle d'Ibrahim Traoré? Et quels mécanismes concrets? Sécurisation des axes, déploiement d'unités civiles, réactivation agropastorale, expliquent une cohérence structurelle plutôt qu'un simple récit. Et si l'équilibre restait fragile, chaque avancée devenant aussi une vulnérabilité, ce qui suit ne cherche ni à célébrer une réussite, ni à masquer les fragilités encore visibles. L'objectif est plus précis, offrir un cadre de lecture clair pour comprendre comment un pays profondément désorganisé peut retrouver une cohérence fonctionnelle sans dépendre d'un appui extérieur massif. Pour l'observateur, l'intérêt est immédiat. Identifier les leviers concrets qui transforment une stabilisation militaire en dynamique sociale et économique mesurable, et distinguer ce qui relève d'un effet durable de ce qui reste réversible. L'enjeu dépasse le seul Burkina Faso. Dans de nombreux contextes fragiles, la question centrale reste la même. Comment reconnecter sécurité, production et vie quotidienne sans créer de dépendance institutionnelle excessive? Ici, la promesse est simple. Suivre une séquence lisible appuyée sur des faits observables qui permet d'évaluer les choix opérés, leurs résultats intermédiaires et les risques qui subsistent. Un point mérite d'être gardé à l'esprit dès maintenant. Chaque progrès visible repose sur un équilibre instable. Si un maillon cède, circulation, production ou ancrage communautaire, l'ensemble peut se désarticuler. En l'espace de 3 ans, 2 bascules quantifiables ont modifié la trajectoire du Burkina Faso. La réouverture progressive de corridors stratégiques et la réduction nette des zones considérées comme totalement perdues pour l'État. Ce double mouvement n'indique pas une victoire totale, mais il signale une inversion de tendance suffisamment marquée pour produire des effets visibles sur la vie quotidienne. C'est dans cet intervalle, souvent négligé, que se joue l'essentiel du redressement associé à Ibrahim Traoré. Pour comprendre cette séquence, il faut revenir au point de départ. En 2022, l'insécurité fragmentait le territoire en poches isolées, les routes impraticables coupèrent l'accès au marché, les villages se vidaient et les activités agro-pastorales s'éteignaient faute de mobilité minimale. La guerre ne détruisait pas seulement des infrastructures, elle dissolvait les liens fonctionnels qui permettent à une société de tenir ensemble. À ce stade, toute reconstruction par le haut apparaissait illusoire. Le premier déplacement stratégique intervient lorsque la sécurisation ne vise plus uniquement à repousser les groupes armés, mais à rouvrir des axes précis. Dès qu'un corridor redevient praticable, même partiellement, un effet en chaîne se déclenche. Les convois alimentaires testent le passage, les commerçants reviennent prudemment et les familles déplacées évaluent la possibilité d'un retour. Cette mobilité retrouvée, encore fragile, suffit pourtant à rallumer des activités économiques latentes, restées en sommeil plutôt que détruites. Ce mécanisme explique pourquoi la reprise observée n'est pas uniforme mais localisée. Des villages servent de baromètre. Là où les patrouilles sécurisent durablement les abords, les habitants reviennent. Là où ils reviennent, les marchés se reforment. Et là où les marchés fonctionnent, la production reprend. La stabilisation cesse alors d'être abstraite. Elle s'inscrit dans des gestes concrets, répétés, qui transforment progressivement la perception du risque. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît avec le plus de clarté. La priorité donnée aux fonctions essentielles, circulation, production, échange, précède toute ambition politique plus large. Cette hiérarchie des urgences n'élimine pas les fragilités, mais elle crée une cohérence séquentielle. Sans route, pas de marché. Sans marché, pas de retour durable. Sans retour, aucune stabilisation possible. Pour saisir comment cette stratégie prend forme sur le terrain, il faut quitter les cartes et observer ceux qui incarnent les premiers effets de la stabilisation. Il ne s'agit pas d'un héros unique, mais d'une constellation d'acteurs locaux, soldats, policiers mobiles,
médiateurs communautaires, responsables de coopératives, qui traduisent une orientation voulue par Ibrahim Traoré en pratique quotidienne. Leur rôle n'est pas narratif, il est fonctionnel. Dans un village du centre-nord, récemment reconnecté par une route sécurisée, une petite équipe civile s'installe pendant plusieurs semaines. La présence est discrète, mais continue. Une école improvisée rouvre dans un bâtiment endommagé. Un marché hebdomadaire, interrompu depuis 3 ans, reprend avec quelques étals. Ces signaux paraissent modestes, mais ils produisent un effet immédiat. Les familles hésitantes choisissent de rester plutôt que de repartir après quelques jours. La sécurité cesse d'être ponctuelle, elle devient prévisible. Un second exemple, à Gabou, illustre une autre facette de cette dynamique. Une unité agricole locale profite de la stabilisation pour remettre en état un canal d'irrigation abandonné. En quelques semaines, des dizaines de familles relancent la culture du riz et des tubercules. L'enjeu dépasse l'alimentation. La reprise agricole rétablit un minimum de revenus, réactive des échanges locaux et redonne une raison concrète de demeurer sur place. Là où la production revient, la présence humaine se densifie. Ces microcas révèlent une constante. La sécurisation n'a de sens que lorsqu'elle s'accompagne de la réactivation des fonctions vitales. Une route protégée mais sans marché reste vulnérable. Une présence militaire sans relais civil ne crée qu'une stabilité temporaire. A l'inverse, lorsque circulation, production et organisation locale avancent ensemble, la stabilisation gagne en profondeur. Le so what est clair, sans acteurs enracinés, la sécurité ne tient pas. Le basculement observé au Burkina Faso suit une séquence lisible, même si elle n'avait rien d'évident au moment où Ibrahim Traoré en a posé les premières bases. Tout commence par un déclencheur précis, la reprise ciblée de corridors stratégiques dans le nord du pays, longtemps considérés comme impraticables. Lorsqu'une première brigade mobile sécurise un axe vital, l'effet est immédiat mais prudent. Quelques camions testent le passage, des commerçants évaluent les risques et certaines familles déplacées tentent un retour limité. Ce n'est pas encore une victoire, mais une respiration. Ce premier mouvement enclenche une dynamique d'extension. Les forces ne se contentent pas de tenir un point. Elles élargissent progressivement la sécurisation vers d'autres foyers de tension. Chaque nouveau tronçon, praticable, réduit l'isolement d'une zone et augmente sa valeur fonctionnelle. Les routes cessent d'être de simples lignes sur une carte. Elles redeviennent des vecteurs de circulation des vivres, des biens et de l'information. À ce stade, la stabilisation reste fragile. Une attaque ciblée peut encore interrompre la dynamique. Mais le coût de cette interruption commence à augmenter. Le climax intervient lorsque plusieurs axes majeurs s'ouvrent presque simultanément. L'équilibre change alors de nature. Les groupes armés se replient, puis tentent des contre-attaques pour reprendre l'initiative. C'est ici que la stratégie révèle sa cohérence. Aux unités militaires s'ajoutent des relais civils conçus pour rester, policiers mobiles, médiateurs communautaires, équipes logistiques. Leur présence transforme la sécurisation en installation. Les écoles rouvrent, les marchés se reconstituent et les circuits de vente, souvent portés par les femmes, reprennent une régularité minimale. Chaque avancée crée cependant une tension nouvelle. Plus une zone s'ancre, plus elle devient une cible potentielle. Cette phase de haute intensité met en lumière une intention centrale associée à Ibrahim Traoré, multiplier les points d'ancrage civil pour rendre toute rechute coûteuse, non seulement militairement, mais socialement et économiquement. Une zone qui abrite des marchés actifs, des écoles ouvertes et des terres cultivées n'est plus un simple espace à reconquérir. Elle devient un nœud de relations humaines et productives. L'attaque d'un tel nœud provoque des pertes symboliques et matérielles plus visibles, ce qui modifie le calcul des acteurs armés. La rémanence constitue la troisième étape. Une fois les premières zones stabilisées, la dynamique économique s'auto-entretient progressivement. Les agriculteurs remettent en culture les parcelles abandonnées. Les marchés, d'abord modestes, deviennent des lieux d'échange réguliers. Les corridors humanitaires se transforment peu à peu en corridors commerciaux. Là où l'activité se maintient, les populations s'installent durablement, renforçant la sécurité locale par leur simple présence. La stabilisation cesse alors d'être exclusivement militaire. Elle devient socio-économique. Cette séquence n'a rien d'un miracle.
Elle repose sur une architecture patiemment construite où chaque étape prépare la suivante sans jamais la garantir totalement. Le déclencheur ouvre une possibilité, le climax teste la résistance du système et la rémanence révèle si l'ancrage est suffisant pour durer. C'est dans cette continuité, plus que dans un événement isolé, que se lie la transformation en cours. Au point de départ, le Burkina Faso faisait face à une fragmentation extrême. Routes impraticables, production agricole en chute, économie locale paralysée. 3 ans plus tard, plusieurs indicateurs permettent de mesurer une inflexion nette sans prétendre à une normalisation complète. Ces données n'ont pas pour fonction de valider un discours politique, mais d'éclairer la mécanique concrète du redressement engagé sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Premier indicateur, la sécurisation territoriale. En 2025, 28 bataillons d'intervention rapide sont déployés dans les zones les plus sensibles du nord et du centre du pays. Ce déploiement a permis de considérer près de 70% des zones auparavant contrôlées par des groupes armés comme partiellement sécurisées. Le chiffre ne signifie pas un contrôle absolu, mais une inversion de tendance claire. La réduction des corridors impraticables se traduit immédiatement par une reprise de la mobilité. Là où les routes rouvrent, les convois circulent, les marchés redeviennent accessibles et les services de base peuvent fonctionner de nouveau. Chaque axe sécurisé agit comme un levier. Il reconnecte des espaces jusque-là isolés au reste du territoire. Deuxième indicateur, la production agricole. En 2025, la production nationale de riz atteint environ 1,5 million de tonnes, soit une hausse de 25% par rapport à 2023. Cette progression ne relève pas d'un simple effet conjoncturel. Elle signale la remise en culture de terres abandonnées pendant le conflit et le retour effectif des agriculteurs dans leurs villages. L'amélioration des rendements repose sur plusieurs facteurs combinés: accès plus sûr aux parcelles, réhabilitation de canaux d'irrigation, utilisation de semences de meilleure qualité et outils modernisés. Le résultat est double. D'une part, l'autosuffisance alimentaire progresse, réduisant la dépendance à l'aide extérieure. D'autre part, les ménages retrouvent une source de revenus régulière, condition essentielle pour stabiliser leur présence sur place. Cette priorité donnée à la terre illustre la cohérence de l'approche défendue par Ibrahim Traoré. Reconstruire à partir des bases productives. Troisième indicateur, l'emploi et l'activité économique diffuse. Entre 2023 et 2025, certaines zones enregistrent une baisse du chômage d'environ 15%. Ce recul ne correspond pas à une industrialisation rapide, mais à une accumulation de micro-activités, marchés revitalisés, petites entreprises relancées, coopératives féminines réorganisées. La logique est cumulative. Plus la production augmente, plus les échanges se multiplient. Plus les échanges se multiplient, plus les populations choisissent de rester plutôt que de migrer. Cette présence humaine renforce à son tour la sécurité locale qui facilite la poursuite des activités économiques. Pris ensemble, ces 3 indicateurs, sécurisation, production, emploi, dessinent une chaîne lisible. La sécurité rend la mobilité possible. La mobilité permet la production. La production soutient l'économie locale. Et l'économie locale ancre durablement les populations. Sans ces chiffres, le redressement resterait une impression. Avec eux, il devient un processus observable. Encore fragile, mais structuré. Ces données d'un n'effacent pas les risques. Une zone partiellement sécurisée peut rechuter. Une hausse de production peut se stabiliser ou reculer. Mais elle montre que la trajectoire actuelle n'est pas aléatoire. Elle suit une logique séquentielle, mesurable, qui permet d'évaluer les choix effectués et d'anticiper leurs limites. Toute lecture du redressement burkinabé serait incomplète sans prendre au sérieux les critiques formulées à l'encontre de la stratégie suivie. Les présenter dans leur version la plus robuste permet de tester la solidité du modèle plutôt que de le défendre par principe. 2 objections principales structurent le débat. La première concerne le risque d'une dépendance durable à l'appareil militaire. Selon cette lecture, la montée en puissance des forces de sécurité pourrait installer une stabilité fondée avant tout sur la contrainte. Le danger serait alors double. D'une part, une centralité excessive du militaire pourrait retarder la consolidation institutionnelle civile. D'autre part,
Une sécurité obtenue par la pression risquerait de se déliter dès que l'effort diminue, faute d'ancrage politique et administratif profond. Dans ce scénario, le pays pourrait basculer vers une stabilité de façade, fragile et coûteuse à maintenir. La seconde objection porte sur la soutenabilité économique du processus. Les critiques soulignent que la reprise observée repose largement sur des zones ciblées et sur des activités primaires. Sans diversification rapide ni investissement structurel plus large, l'économie locale pourrait atteindre un plafond. La réouverture des marchés et la reprise agricole seraient alors insuffisantes pour absorber durablement la main-d'œuvre, laissant subsister des poches de vulnérabilité sociale exploitables par des acteurs armés. Ces deux objections méritent examen, car elles pointent des risques réels. Toutefois, les faits observés sur le terrain permettent de nuancer leur portée. Là où les corridors sont sécurisés de manière continue et accompagnés de relais civils, la stabilisation ne repose pas uniquement sur la force. Elle se prolonge par le retour des populations, la reprise des échanges et la réactivation de structures communautaires. Cette dynamique réduit la probabilité d'un effondrement immédiat dès que la pression militaire se relâche, même si elle ne l'élimine pas totalement. Sur le plan économique, les données disponibles montrent que la reprise n'est pas seulement agricole, mais diffuse. Les marchés revitalisés soutiennent des micro-entreprises, des services et des coopératives, notamment féminines, qui élargissent progressivement la base productive. Ce tissu reste fragile et localisé, mais il crée des boucles d'activité difficiles à obtenir sans sécurité minimale. C'est précisément cette articulation que la stratégie associée à Ibrahim Traoré cherche à préserver, utiliser la sécurité comme socle, non comme finalité. En somme, les critiques identifient des points de vigilance légitimes. Mais les enchaînements observables suggèrent que le processus en cours ne se réduit ni à une militarisation pure, ni à une reprise économique illusoire. Il s'agit d'un équilibre instable dont la réussite dépendra de la capacité à renforcer, sans les étouffer, les relais civils et productifs déjà en place. Au milieu du processus, un basculement discret mais décisif s'opère. La stabilisation ne repose plus principalement sur l'initiative militaire, mais sur la manière dont les populations locales se réapproprient l'espace dès que la sécurité minimale est assurée. Ce changement de centre de gravité était anticipé dans la stratégie associée à Ibrahim Traoré. L'État n'impose pas la reconstruction, il crée les conditions pour qu'elle émerge depuis le terrain. Dans plusieurs zones du Nord, la présence continue d'unités civiles transforme la portée des corridors sécurisés. Les marchés, d'abord modestes, deviennent les premiers indicateurs d'une stabilisation durable. Ils concentrent les échanges, organisent les flux et rendent visibles les gains de la paix. Les coopératives féminines y jouent un rôle structurant. En reprenant les circuits du riz, du maïs ou des produits pastoraux, elles reconnectent production et consommation à l'échelle locale. Cette économie de proximité, longtemps sous-estimée, consolide l'ancrage des familles. Le point clé réside ici. Une fois que les habitants investissent de nouveau leur quotidien, cultiver, vendre, scolariser, circuler, la dynamique devient plus résistante. Une victoire militaire peut être réversible. Un tissu social et économique reconstitué l'est beaucoup moins. C'est ce seuil qui marque le midpoint du redressement. La sécurité cesse d'être le moteur principal. Elle devient un prérequis, tandis que l'élan provient désormais des communautés elles-mêmes. Ce renversement explique pourquoi certaines zones tiennent malgré les pressions persistantes. Là où l'activité s'installe, la stabilisation gagne en profondeur. Les effets du redressement engagé sous la direction d'Ibrahim Traoré ne se manifestent pas de manière uniforme. Ils se déploient sur plusieurs plans distincts, chacun révélant une facette de la même mécanique de stabilisation. Observer ces impacts séparément permet de comprendre comment une dynamique locale peut produire des effets structurels plus larges tout en conservant ses fragilités. Au niveau des populations, le changement le plus visible concerne le retour progressif à une vie quotidienne fonctionnelle. Dans des villages autrefois désertés, les familles reviennent, parfois par étapes, testant la durabilité de la sécurité.
Les marchés rouvrent, les écoles reprennent leurs activités et les déplacements redeviennent possibles sans escorte permanente. Cette normalisation relative ne se traduit pas par une absence de peur, mais par une réduction de l'incertitude. Les habitants retrouvent une capacité élémentaire de projection, cultiver une saison entière, maintenir un commerce, scolariser des enfants. Cette continuité du quotidien constitue un facteur de stabilisation souvent plus déterminant que la présence armée elle-même. Sur le plan de la dynamique économique locale, les effets sont tout aussi structurants. Là où les corridors sécurisés permettent la circulation, les marchés deviennent des pôles d'organisation économique. Les producteurs trouvent des débouchés, les commerçants reconstituent des circuits d'approvisionnement et les coopératives, notamment féminines, redonnent une cohésion au tissu marchand. La reprise agricole soutient cette dynamique en assurant une base productive régulière. Cette interaction crée des boucles auto-renforçantes. Plus d'activités attirent plus d'acteurs, ce qui stabilise davantage la zone. C'est précisément ce type de boucle que la stratégie d'Ibrahim Traoré cherchait à déclencher, en misant sur des leviers internes plutôt que sur des apports extérieurs massifs. Le troisième niveau concerne la recomposition sociale et communautaire. Le retour des déplacés internes entraîne la réactivation de structures locales longtemps paralysées. Les comités communautaires reprennent la médiation des conflits, l'entretien des infrastructures et l'organisation collective. La réouverture des écoles joue ici un rôle central. Elle réinstalle un horizon de long terme et signale aux familles que rester sur place a un sens. Cette reconstruction sociale est inégale selon les régions, mais elle tisse progressivement un filet de stabilité qui protège les avancées sécuritaires. Là où les liens sociaux se reforment, les groupes armés rencontrent davantage de résistance passive. Enfin, à l'échelle régionale, les effets dépassent le cadre national. La stabilisation relative du Burkina Faso réduit la pression migratoire vers les pays voisins et limite la propagation des groupes armés dans certaines zones du Sahel. Les corridors sécurisés deviennent des axes de transit régional, facilitant des échanges économiques transfrontaliers encore fragiles mais réels. Cette évolution renforce la position diplomatique de Ouagadougou, même si elle reste conditionnée à la poursuite des efforts internes. Pris ensemble, ces 4 niveaux d'impact montrent que le redressement n'est pas seulement territorial. Il est fonctionnel, social et régional. Et c'est cette superposition des faits, plus que n'importe quel indicateur isolé, qui donne sa consistance à la trajectoire actuelle. À partir des dynamiques observées, 3 trajectoires plausibles peuvent être envisagées pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne relèvent ni de la spéculation abstraite, ni d'un exercice prédictif rigide. Elles découlent directement de la cohérence ou de la rupture entre sécurité, activité économique et ancrage communautaire, qui constitue aujourd'hui le cœur du redressement associé à Ibrahim Traoré. Le scénario de base repose sur la continuité. Les corridors actuellement ouverts restent praticables malgré des tensions ponctuelles. La production agricole poursuit une progression modérée, et les marchés locaux maintiennent leur rôle de pôle d'échange. Les unités civiles conservent une présence suffisante pour soutenir les structures communautaires sans extension majeure vers de nouvelles zones. Dans ce cadre, la stabilisation demeure fragile mais fonctionnelle. Les vulnérabilités ne disparaissent pas. Toutefois, elles n'annulent pas les gains accumulés. La trajectoire avance lentement, sans rupture. Le scénario optimiste suppose une extension contrôlée de la sécurisation vers des zones encore instables. De nouveaux axes deviennent praticables, ce qui élargit l'espace économique utile. La production agricole pourrait alors dépasser les niveaux actuels, attirant davantage d'initiatives locales et renforçant les marchés urbains. Les échanges entre zones rurales et centres régionaux s'intensifient, créant une dynamique plus intégrée. Dans ce cas, l'État consolide progressivement sa capacité à projeter des structures civiles crédibles. La stabilisation gagne en profondeur et en visibilité, même si elle reste conditionnée à un effort soutenu. Le scénario défavorable apparaît si certaines zones récemment stabilisées retombent sous pression armée. Des attaques ciblées pourraient interrompre la circulation, fragiliser les marchés les plus récents et relancer des déplacements de population. La production agricole stagnerait, faute d'accès sécurisé aux terres, et l'économie locale perdrait son élan.
Ce scénario ne signifie pas un effondrement général, mais une fragmentation accrue. La reconstruction progresserait par à-coups, avançant dans certaines régions et reculant dans d'autres. Face à ces trois possibilités, une grille de lecture simple s'impose. Il faut observer d'abord la stabilité des corridors, ensuite la capacité des marchés à absorber la production, enfin la présence réelle des relais civils dans les zones sécurisées. Si l'un de ces piliers faiblit, l'ensemble de la trajectoire se déséquilibre. Au-delà des indicateurs et des scénarios, la transformation en cours au Burkina Faso touche directement trois catégories d'observateurs, chacune attentive à des signaux différents, mais confrontée à la même question de fond: comment une société profondément fragilisée parvient-elle à se réorganiser sans modèle importé clé en main? Pour le premier groupe, composé de ceux qui analysent les dynamiques sécuritaires, la situation actuelle constitue un terrain d'observation rare. Les cartes militaires, à elles seules, ne suffisent plus à expliquer ce qui tient et ce qui cède. Ce sont les flux humains qui disent la vérité du terrain. Là où la mobilité revient, circulation des personnes, des biens, des services, la stabilisation prend une consistance que la seule présence armée ne garantit pas. Le cas burkinabé rappelle ainsi que la sécurité n'est pas un état figé, mais une condition fonctionnelle qui doit produire des effets visibles pour durer. Le deuxième groupe s'intéresse au modèle de développement local. Ici, l'expérience observée montre que la reconstruction ne commence pas par de grands projets structurants, mais par la remise en marche de dynamiques de proximité. Agriculture, marché, coopératives, petites entreprises, ces éléments, souvent jugés secondaires, constituent pourtant la base sur laquelle une économie plus large peut se réédifier. Le processus reste lent et inégal, mais il démontre qu'un territoire peut réactiver ses ressources internes avant même de capter des investissements externes. Enfin, pour le troisième groupe en quête de repères humains dans un contexte de crise prolongée, la transformation se lie à hauteur d'homme. Familles qui reviennent, enfants qui retournent à l'école, femmes qui reprennent les circuits commerciaux. Ces gestes ordinaires traduisent une résilience concrète. Ils montrent que la reconstruction n'est pas abstraite. Elle s'ancre dans des choix quotidiens, répétés, qui redonnent du sens à la vie collective. Pris ensemble, ces trois regards convergent vers une même idée. La stabilité durable ne se décrète pas. Elle se construit dans l'articulation patiente entre sécurité, économie et vie sociale, pour que les dynamiques observées ne restent pas des avancées ponctuelles, mais deviennent une trajectoire durable, une structuration claire des actions à venir s'impose. La logique portée jusqu'ici sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré peut se prolonger à travers une feuille de route en plusieurs étapes, chacune mesurable et directement reliée aux réalités du terrain. La première étape consiste à consolider la sécurité dans les zones sensibles. Il ne s'agit pas seulement de maintenir une présence militaire, mais d'assurer une continuité conjointe entre unités armées et relais civils. Leur rôle est de sécuriser les axes, garantir la circulation et instaurer une prévisibilité minimale pour les populations. Une zone protégée mais isolée reste vulnérable et ne produit aucun effet durable. La deuxième étape vise la stabilisation des moyens de subsistance. L'agriculture demeure le socle principal. La remise en état des canaux d'irrigation, l'accès aux semences et aux outils, ainsi que la sécurisation de l'accès aux terres, conditionnent le maintien des familles. Sans production régulière, la mobilité retrouvée se dissout rapidement. La troisième étape concerne le renforcement des structures communautaires. Les comités locaux jouent un rôle clé dans la médiation des conflits, l'entretien des infrastructures et l'organisation collective. Leur efficacité constitue un indicateur direct de la profondeur de la stabilisation. Là où ces structures fonctionnent, les risques de rechute diminuent. La quatrième étape porte sur le soutien à l'activité économique locale. Consolider les marchés, accompagner les petites entreprises et renforcer les coopératives, notamment féminines, permet de prolonger les effets de la sécurisation. Ces acteurs structurent l'économie réelle et transforment la reprise en dynamique cumulative. Enfin, une dernière étape est indispensable, mesurer. Sans suivi régulier des axes ouverts, de la production et de la présence civile, aucune trajectoire ne peut être ajustée. La reconstruction n'avance que si elle se lie, se compare et se corrige en continu.
Au moment de refermer ce parcours, une image revient avec insistance, celle de ces villages du centre-nord où une école improvisée a rouvert et où un marché hebdomadaire, longtemps silencieux, a repris vie. Ce motif n'a rien d'anecdotique. Il condense l'esprit même de la trajectoire engagée depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré au sommet de l'État, une reconstruction qui ne commence pas dans les discours officiels, mais au ras du sol, là où la paix se vit avant de se proclamer. Dans ces lieux, la transformation n'a rien d'héroïque. Elle se manifeste par des bancs réparés, des étals réinstallés, des canaux remis en eau. Chaque geste est modeste, parfois fragile, mais leur accumulation crée une réalité nouvelle. Les habitants ne parlent pas de stratégie, pourtant ils en incarnent le résultat. Ils restent, produisent, échangent et, ce faisant, rendent la rechute plus coûteuse. Ce rappel permet de comprendre la singularité du moment actuel. La stabilisation observée n'est pas une promesse abstraite. Elle s'inscrit dans des routines retrouvées, dans une confiance minimale réinstallée, dans la possibilité de se projeter à nouveau dans le lendemain. C'est cette normalité reconstruite, plus que n'importe quel indicateur, qui donne sa densité au redressement en cours. Une phrase suffit à en saisir le sens: la paix se construit toujours en bas. Le parcours du Burkina Faso rappelle qu'aucune reconstruction n'est jamais acquise, ni totalement transférable d'un contexte à un autre. Pourtant, l'expérience observée ici propose un repère utile. Lorsque sécurité, économie locale et vie communautaire avancent ensemble, une société fragilisée peut retrouver une capacité d'action collective. Rien n'a été simple, rien n'est garanti, mais une dynamique lisible s'est installée, portée par des choix concrets et des gestes ordinaires répétés dans le temps. Dans un monde marqué par des crises prolongées, cette trajectoire invite à déplacer le regard. Plutôt que de chercher des solutions spectaculaires ou des modèles universels, elle suggère d'observer les mécanismes discrets. Comment les marchés reviennent, comment les familles décident comment de rester, comment les communautés réorganisent leur quotidien, ce sont souvent ces signaux faibles qui révèlent la solidité réelle d'un redressement. La question n'est donc pas seulement de savoir si le Burkina Faso réussit ou non, elle est plus large. Que faut-il observer en priorité pour comprendre si une stabilisation devient durable? Quels indicateurs méritent davantage d'attention que les déclarations politiques ou les bilans sécuritaires? Et surtout, quelles leçons peuvent être discutées, adaptées ou contestées ailleurs sans les transposer mécaniquement? C'est dans cet espace de réflexion ouvert et critique que le dialogue prend tout son sens.